Google, Microsoft, Facebook, Amazon et BlackRock et une douzaine d'autres contrôlent pratiquement tout l'argent, toute la technologie, tous les médias, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez. Ils possèdent l'Amérique. C'est la réalité. Si vous êtes les premiers à adopter ces nouvelles idées et ces nouveaux systèmes, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous vous réveillerez, vous serez la prochaine Amérique. Vous serez la prochaine personne au sommet. Et dans une décennie, nous serons plus grands qu'Ethereum. Et dans une décennie, nous serons plus grands que Bitcoin. Dans une décennie, la majorité des gouvernements du monde fonctionneront sur nos infrastructures parce qu'ils lui font confiance. Salut à tous. J'adore être ici. Vous savez, l'Argentine est un endroit incroyable. La première fois que je suis venu dans ce pays, c'était en 2016. J'ai demandé à quoi ressemble l'Argentine et ils m'ont dit que c'est un endroit magique avec du tango et du bon café et une cuisine incroyable. Je juge donc un pays par sa nourriture et je dis qu'il n'a pas déçu. J'ai probablement fait environ 7 asados en 6 semaines, 6 jours, excusez-moi, ce qui était vraiment très amusant. Et pendant 8 ans, nous avons maintenu et géré la relation ici et nous avons travaillé avec Alan. Et nous avons toujours voulu explorer la communauté latine et grandir en latin. Et vous savez, étant originaire d'Amérique, l'endroit le plus évident pour entrer dans le monde latin est typiquement le Mexique. Et nous avons ouvert un bureau là-bas, un tout petit dirigé par Alejandro, et il fait partie de notre équipe pédagogique. Mais ce que je remarque, c'est que chaque fois que je parle à nos gens du Mexique, ou nos gens du Costa Rica, ou nos gens du continent sud-américain, ils veulent toujours venir ici en Argentine. Et donc, nous avons dit, nous faisons quelque chose en Argentine, qui veut venir? Toute l'équipe latine est venue. En fait, je pense que certains d'entre eux sont dans la salle en ce moment même. Levez la main. Ouais, ici. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il existe un long héritage d'adoption et de compétences en matière de crypto-monnaies en Argentine. Et pourquoi? Eh bien, les crypto-monnaies ne sont pas des choses que vous adoptez parce que vous faites confiance et aimez le gouvernement. Les crypto-monnaies ne sont pas des choses que vous adoptez parce que tout va bien dans votre société. Quand les choses commencent à s'effondrer, quand votre argent commence à s'effondrer, lorsqu'il y a un manque de confiance dans le gouvernement et la gouvernance, les gens commencent à chercher des idées alternatives. Et nous l'avons vu tout au long de l'histoire. Donc si vous regardez l'Europe au tournant du 19e et 20e siècle, tous ces nouveaux systèmes politiques se sont formés parce qu'ils n'aimaient pas vraiment les rois et les reines. Donc vous avez eu la montée du fascisme et du communisme, vous avez eu la montée des concepts alternatifs de gouvernance, coopérative, commune, de nouveaux types de dictatures, de nouveaux types de monarchies. Quand on regarde le 21e siècle, nous sommes à un nouveau point d'inflexion dans la société à l'échelle mondiale. Les conséquences de la mondialisation ont créé un monde où ceux qui ont s'en sortent très bien. Et ceux qui n'ont pas, ils commencent à sentir les douleurs de l'inflation, ils commencent à ressentir les douleurs de la mondialisation. Et il y a beaucoup d'incertitudes et de désespoir chez les gens. Il y a une crise de sens et une crise de valeurs. Aux États-Unis, nous avons ce problème avec la génération Z. Et nous les regardons, et si vous êtes un baby-boomer ou une génération X, vous dites « Oh, ils sont paresseux et ils s'en fichent. » Et ils ne veulent tout simplement pas travailler. Et puis vous allez parler à une personne de la génération Z, vous dites « Eh bien Charles, quand mon grand-père venait de sortir du lycée, il pouvait aller acheter une maison, 2 voitures, sa femme restait à la maison, avoir 3 enfants et pouvoir vivre de ses études secondaires. Et maintenant, voici ma situation. Je dois aller à l'université, ma femme doit aller à l'université, nous vivons dans un appartement, on gagne à peine de l'argent et on ne pourra jamais être propriétaire d'une maison. Alors pourquoi avons-nous plus de productivité que jamais dans l'histoire de l'humanité? Plus d'éducation que jamais dans l'histoire de l'humanité? Plus de capacité à produire et à se connaître, à se connecter les uns aux autres dans l'histoire humaine? Pourtant, le niveau de vie commence à se dégrader. Et notre croyance dans le rêve américain, notre croyance dans les institutions, notre croyance dans cette idée de posséder sa propre maison et être capable de payer pour sa propre famille se détériore. C'est parce que les systèmes sont cassés. L'argent n'est plus solide. Nous ne nous faisons plus autant confiance qu'avant. Et les gens ne savent pas quoi croire ni où aller. Il y a une crise de sens dans le monde.
On le ressent en Amérique, on le voit en Europe, on voit toutes les manifestations là-bas, on voit tout ce qui se passe. On le ressent ici en Argentine, ce n'est pas un phénomène local. Ce n'est pas comme si tout le monde, à un seul endroit, traversait une crise. Nous le sommes tous. Et c'est pourquoi la blockchain, en tant qu'industrie, est passée de 2008, d'une seule personne, d'un seul auteur, un seul article, un seul protocole, à une industrie de 2000 milliards de dollars, avec des centaines de millions de personnes en moins de 15 ans. C'est la technologie qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire de l'humanité. C'est la technologie la plus significative et la plus importante de l'histoire de l'humanité, car au cœur de la blockchain, ce que nous essayons de faire, c'est de résoudre simplement une chose, essayer de créer un monde où nous pouvons à nouveau nous faire confiance. Et si vous prenez du recul et vous demandez, eh bien, pourquoi la confiance est-elle si importante? Je vais vous donner un exemple que j'aime donner, car il montre vraiment à quel point le manque ou la présence de confiance peut être puissant dans tout ce que nous faisons. Disons que vous possédez un ranch et que votre voisin d'à côté veut vous vendre un terrain. Jouons maintenant deux scénarios. D'une part, vous faites confiance à votre voisin et d'autre part, vous ne lui faites pas confiance. Si vous faites confiance à votre voisin, comment se déroule cette transaction? Vous allez le voir, vous buvez un verre avec lui, vous avez une conversation agréable, vous dites « je l'achète pour 50 000 $. Vous lui serrez la main et puis, quelques semaines plus tard, vous découvrez qu'il y a un problème avec l'affaire. Alors, que faites-vous? Vous leur faites confiance, vous allez leur parler. Vous marchandez, vous serrez à nouveau la main. En moins d'un mois, c'est réglé. Tout le monde est content, vous avez le terrain. Maintenant, disons que vous vivez dans un monde où vous ne faites pas confiance à cette personne. Vous allez voir cette personne, quelle est la première chose qui se passe? Vous avez un avocat, elle a un avocat, ok. Ensuite, le problème se pose, vous êtes maintenant en litige. Vous passez 2 ans à vous poursuivre en justice, vous dépensez des centaines de milliers de dollars en frais juridiques, toute cette douleur et ce chagrin, et quel est le résultat final? Vous obtenez le terrain. Dans les deux cas, le résultat est le même. Vous avez ce terrain. La différence, c'est que, premièrement, vous vous saoulez complètement avec votre ami, et vous pouvez résoudre un problème en quelques minutes. L'autre, vous avez passé 2 ans en procès, et toutes ces autres personnes ont dû s'impliquer pour influencer ce résultat. Et le delta entre les deux est la confiance. Et cela à l'échelle locale. À l'échelle macro, les États-nations sont en guerre les uns contre les autres. La Russie a envahi l'Ukraine. La Chine envisage d'envahir Taïwan. Nous avons tous ces ordres internationaux fondés sur des règles qui, dans les années 90, nous étions convaincus que nous étions la nouvelle norme. L'Union soviétique avait disparu. Nous pouvons à nouveau nous faire confiance. Nous avons le FMI, nous avons la Banque mondiale, nous avons ces organismes transnationaux. Et ils vont tous tout simplement comprendre. Et ensuite, que s'est-il passé? 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, nous avons cessé de nous faire confiance. Nous avons commencé à nous faire la guerre les uns avec les autres. Et maintenant, des milliards de personnes choisissent leur camp. Sommes-nous dans le système des BRICS ou sommes-nous dans le système américain? Qui suivons-nous? La ceinture et la route ou le dollar américain? Même ici, des décisions doivent être prises. Allez-vous dollariser ou passer au yuan? Essayez de faire autre chose. Des dizaines de millions de personnes se réveillent chaque jour dans des pays qui vivent avec les conséquences d'un manque de confiance dans le monde. Comment résoudre ce problème? Eh bien, il faut de nouveaux systèmes pour rétablir la confiance et l'intégrité. Et le problème est que la technologie est l'une des causes et des solutions. Rien n'est gratuit dans la vie. Donc la même technologie, la technologie blockchain, qui potentiellement nous offre quelque chose pour que nous, en tant que société, commencions à nous faire confiance, à nous aimer à nouveau, croire les uns aux autres, et le même paradigme qui érode et ronge la confiance. Regardez l'IA générative. D'ici 24 à 36 mois, il deviendra fonctionnellement impossible pour la plupart des gens de savoir si les images qu'ils regardent sont réelles, si les clips audio qu'ils entendent sont réels, les vidéos qu'ils voient sont réelles. Vous aurez des vidéos d'Obama parlant à quelqu'un ou de Trump parlant à quelqu'un de totalement inventé qui n'ont jamais eu lieu. Et vous ne pouvez pas faire la différence entre cela et la réalité. Tout ce qui est en ligne maintenant peut être simplement fabriqué. Donc ce qui se passe finalement, c'est que les gens rejettent tout simplement la notion de vérité dans son ensemble. Tout devient subjectif. Plus personne ne croit plus rien. Eh bien, le gouvernement a dit « X, je n'y crois pas. Ceci est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Voici un bon exemple aux États-Unis. Trump se présente aux élections. 2 fois, ils ont tenté de le tuer. La première fois, beaucoup de gens ont dit que c'était une invention. Selon vos convictions politiques, c'était un test de Rorschach politique. 2 personnes sont mortes. Une autre personne a été grièvement blessée. Le corps était sur le sol, une balle dans la tête. Ils ont dit que cela n'était pas arrivé parce que les gens sont très sceptiques. Ils sont tellement traumatisés. Ils sont tellement en colère à propos de certaines choses.
La technologie et la mondialisation en sont la cause. Les réseaux sociaux en sont la cause. Ils ont érodé notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure. Alors, quand j'ai regardé la technologie blockchain, pourquoi je m'y intéresse autant? Je suis dans ce jeu depuis presque 14 ans maintenant, 9 ans sur Cardano, 7 ans depuis que nous avons lancé Mainnet. Est-ce que c'est la seule chose que je connaisse que nous pouvons commencer à reconstruire une réalité objective synthétique, presque comme les lois artificielles de la physique? Pourquoi l'ingénierie fonctionne-t-elle si bien? Malgré le fait que la Corée du Nord et la Corée du Sud ne s'entendent pas, et qu'Israël et l'Iran ne s'entendent pas, et que la Russie et l'Amérique ne s'entendent pas, et que la Chine et l'Amérique ne s'entendent pas, d'une manière ou d'une autre, tous les ingénieurs parlent le même langage. Ils utilisent les mêmes mathématiques. Ils sont tous soumis aux mêmes lois de la gravité. Peu importe d'où vous venez, quel est votre système politique, quelle langue vous parlez, vous êtes ancré dans quelque chose. Et donc, chaque année, qu'attendons-nous? Une technologie qui s'améliore. Les gens qui collaborent davantage, des choses qui s'améliorent. La prochaine version de l'iPhone est une conséquence d'un ancrage social dans une réalité objective. La physique nous impose cela. La raison pour laquelle les systèmes sociaux n'ont pas cette garantie est qu'ils n'ont pas de réalité objective. Ce que fait la blockchain en rétablissant la confiance, c'est qu'elle crée cette réalité objective pour les gens. Elle crée un consensus sur ce qui s'est passé, où cela s'est passé, à qui cela est arrivé, dans quel ordre cela s'est produit. Et à partir de là, vous pouvez commencer à reconstruire les systèmes sociaux, politiques et économiques, et vous pouvez les reconstruire d'une manière, tout comme l'ingénierie, que tout le monde dans le monde voit la même chose. Et c'est l'avancée la plus précieuse de l'histoire humaine, car c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pouvons tous voir et expérimenter et faire confiance à la même chose. Avons-nous tous le même langage? Avons-nous tous la même religion? Avons-nous tous la même structure de croyance? Regardez toute la division, la diversité et la fragmentation qui existent dans le monde. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas nous comprendre. Mais avec la blockchain, vous disposez soudain de supports neutres sur lesquels vous pouvez construire ces systèmes sociaux où nous avons réellement quelque chose d'unifié. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'à chaque fois que vous avez un changement de paradigme de cette ampleur dans la nature, il n'y a pas de gagnants et de perdants prédéfinis. C'est la magie de cette industrie. Les grands empires, quand ils commencent à s'effondrer, de nouveaux émergent. Ce n'était il n'y a pas si longtemps. Si vous lisez l'histoire de JP Morgan, il y a un livre très intéressant. J'adore lire House of Morgan de Ron Chernow. Et il a parlé du patron de Junius Morgan. C'était George Peabody. George a dû aller à Londres pour vendre des instruments financiers parce qu'il n'avait pas d'argent pour faire des trucs de Wall Street aux États-Unis. Personne ne croyait aux États-Unis. Notre dette ne valait rien. En fait, quand il a essayé de vendre des obligations d'État là-bas, les Britanniques ont rejeté l'idée et ont dit « Nous ne pouvons pas accepter cette dette des Yankees. Ils feront défaut. » Personne ne croyait en nous. Et pourtant, à peine 50 ans plus tard, les États-Unis sont devenus une puissance financière si puissante qu'elle a guidé l'ensemble de l'agence économique du monde pendant plus d'un siècle. Ainsi, lorsqu'un paradigme change, des empires s'effondrent et de nouveaux s'élèvent. Le paradigme change donc à nouveau. Nous nous dirigeons vers un monde plus global, ce qui signifie que les perdants du dernier paradigme peuvent devenir les gagnants du nouveau paradigme. Et qui sont ces gagnants? Ce sont les outsiders. Ce sont les gens qui ont la liberté et la capacité d'adopter de nouvelles idées et qui sont frustrés par la façon dont les choses fonctionnent actuellement. Donc si vous n'êtes pas satisfait de votre monnaie, vous n'êtes pas satisfait de votre système politique, si vous êtes mécontent de la façon dont la gouvernance a historiquement fonctionné, si vous êtes sceptique à l'égard des entreprises de plusieurs milliards de dollars qui semblent posséder tout et tout contrôler, peut-être que vous êtes sur le marché des nouvelles idées et des nouveaux systèmes. Et si vous êtes les premiers à adopter ces nouvelles idées et ces nouveaux systèmes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous vous réveillerez, vous serez la prochaine Amérique. Vous serez la prochaine personne au sommet. C'est la magie de notre industrie et la raison pour laquelle elle est passée de rien à 2000 milliards de dollars et pourquoi des endroits que vous n'auriez pas pensé avoir leur mot à dire ont soudainement une telle influence, comme la Suisse par exemple. Et ici, même en Argentine, il y a tant de gens qui ne demandent pas la permission. Ils ne se réveillent pas en disant « Mon Dieu, nous ne pouvons pas attendre qu'une loi soit votée ». Ils le font, tout simplement. C'est l'une des plus grandes économies pour Tether, un stablecoin dans l'espace des crypto-monnaies. C'est aussi l'une des plus grandes économies pour les développeurs blockchain. Il y a eu des dizaines de projets vraiment intéressants et sympas, de Zappo à des choses comme Rootstock et d'autres qui ont été lancés ici. Il y a beaucoup de bons Argentins.
Pas seulement des développeurs, mais aussi des scientifiques. En fait, nous aimons parler d'évaluation académique et par les pairs. Nous répétons encore et encore. Nous avons 168 collaborateurs, 230 articles. Nos laboratoires sont situés à Stanford, et CMU, et l'Université d'Édimbourg, et Tokyo Tech, et l'Université d'Athènes, tous ces endroits. Mais l'un de nos articles les plus importants que nous ayons jamais écrit est l'article GKL 15. C'était l'un des premiers articles que nous avons écrits. Il contient plus de 2000 citations. Et cet article avait 3 auteurs, Agolos Kiasis, qui est notre scientifique en chef, un homme brillant. Il est basé en Écosse. Nico Leonardis, il était un étudiant diplômé. Il est basé à Athènes, mais le G dans GKL était un gris. Il vient d'Argentine. Il y a 9 ans, nous avons écrit cet article avec lui. C'est l'un des éléments scientifiques les plus fondamentaux de l'industrie. Et j'ai eu une conversation avec Juan à ce sujet. Et je lui ai dit, Juan, pourquoi es-tu tellement intéressé par l'espace blockchain ici? Vous êtes un cryptographe un peu plus âgé, ce n'est pas dire. Oh non, vous ne comprenez pas. C'est comme la seule façon de garder des escrocs honnêtes. Il a compris instantanément parce qu'il a vu tout ce qui se passait dans son enfance. Il a vu toutes les promesses non tenues. Il a vu tous les problèmes, ce genre de choses. C'est pourquoi j'aime voyager dans le monde entier. J'ai visité 74 pays au cours des 10 dernières années. Mais mes endroits préférés où aller sont les endroits qui sont activement à la recherche du changement. Car c'est là que nous allons y arriver. C'est là que nous allons changer le monde. C'est là que nous allons découvrir de nouvelles façons de penser les choses, pas là où les gens sont à l'aise, pas là où ils sont au sommet du jeu. C'est là que nous pourrions avoir de véritables discussions sur l'avenir de l'humanité et sur les droits que nous devrions avoir. Aux États-Unis, le plus grand débat suscité actuellement par les politiciens et les régulateurs, il s'agit de savoir si les choses sont des valeurs mobilières ou des marchandises. C'est littéralement le débat que nous avons des centaines de millions de dollars qui sont dépensés dans nos tribunaux, dans des procès frivoles et inutiles où les gens se disputent à propos d'une norme créée dans les années 1940 par une loi écrite en 1933. C'est littéralement ce que nous faisons. Et tout le monde se réjouit lorsque BlackRock achète un tas de Bitcoin. C'est de ça qu'ils veulent parler. Je viens ici en Argentine, je parle aux gens de Buenos Aires et ils me disent « Nous voulons réfléchir à une nouvelle conception organisationnelle, nous voulons réfléchir au DAO, nous voulons réfléchir à des contrats intelligents, nous voulons placer l'ensemble du système juridique dans une blockchain. Nous voulons créer un système monétaire alternatif. Nous voulons instaurer un revenu de base universel. Nous détestons le revenu de base universel. J'adore ça. Nous adorons ça. L'un des membres de notre communauté a en fait obtenu un contrat en Argentine pour la première fois sur la blockchain Cardano. Il est dans la salle, Maro, juste là. Il y a une petite différence là-dedans. Il y a une petite différence culturelle là-dedans. Ce n'est pas le cas. Mon Dieu, comment puis-je créer une entreprise? Obtenir un x10, faire en sorte que la Silicon Valley l'aime, faire venir un 16Z, acheter des jetons, les vendre au détail et recommençons et écrivons à quel point nous sommes bons dans notre rapport sur l'état des crypto-monnaies. Ils ne font pas ça ici. Les gens ici parlent des droits de l'homme. Ils parlent du système économique, des systèmes politiques, des systèmes sociaux. Ils réfléchissent à la manière de construire quelque chose qui soit pour tout le monde. C'est partout dans le monde, dans toute l'Amérique latine. C'est la magie de ces endroits. C'est la magie de ce genre de collaboration. C'est ce qui m'inspire. Cela me permet de rester jeune. Cela me permet de rester passionné. Une autre personne dans la salle m'a demandé « Pourquoi es-tu toujours là ?» C'est une question légitime. J'ai un ranch. J'ai des bisons. Aussi bons que soient vos bovins, les bisons sont plutôt bons. Je me demande, pourquoi ne pas simplement prendre ma retraite et devenir éleveur? Pourquoi ne pas simplement laisser quelqu'un d'autre s'en occuper? Je suis ici parce que vous me gardez jeune. Je suis ici parce que ces conversations me gardent jeune. Elles me donnent de l'espoir, elles me font croire que le monde peut réellement résoudre les problèmes. Je suis tellement fatigué du cynisme, de la négativité, des mauvaises nouvelles. Je suis tellement fatigué de chaque jour, vous vous réveillez et les gens vous disent « Je ne peux pas ». Vous vous réveillez et les gens vous disent « Rien ne changera, tout le monde sera toujours corrompu, tout le monde est égocentrique, tout le monde est horrible. » Je n'y crois pas. Les 30 prochaines années vont être tellement magiques pour la race humaine. Pensez à toutes les choses incroyables que nous allons vivre. Quand j'étais à l'université, il y a quelques années, mon université a fait beaucoup de travail en biologie synthétique et il y avait un laboratoire qui marquait les plantes pour les rendre bioluminescentes. Ils ont fait des ponts entre elles de telle sorte que si elles brillent dans le noir, cela signifie qu'elles sont liées à un gène qui les intéressait.
J'ai toujours pensé quand j'étais enfant que ce serait génial si nous avions des plantes lumineuses. Nous vendons simplement ce genre de choses. J'ai fondé une entreprise l'année dernière avec des gars de Harvard. Elle s'appelle Ghostfire. Je vais en parler en direct l'année prochaine et nous aurons des plantes lumineuses. Donc, j'aurai des terrains de golf lumineux et des palmiers lumineux et des vignes lumineuses et ce genre de choses. Eh bien, pourquoi est-ce important? On entend parler du changement climatique. Tout le monde dit que c'est un problème insoluble. On ne peut rien faire. Oh non, c'est cet énorme problème de coordination et personne n'écoute. Eh bien, si vous avez des plantes lumineuses, ne pouvez-vous pas les concevoir pour qu'elles séquestrent également du carbone? Et les gens ont intérêt à les planter parce qu'elles sont jolies et qu'elles brillent dans le noir. Mais en même temps, elles éliminent tout le carbone de l'atmosphère. Vous dites, mais Charles, ça ne servira à rien. L'oxygène que vous respirez est issu de la révolution des bactéries cyano. Il y a 3 milliards d'années, un organisme est devenu très populaire grâce à la loterie de l'évolution et il a commencé à apparaître en grande quantité, créant tout l'oxygène que nous respirons. Il s'avère donc qu'une seule chose peut géo-ingénierer la planète entière si elle est suffisamment présente. Et si vous avez une incitation suffisamment forte pour implanter cette fichue chose, alors les gens l'implanteront.